Bonjour. Alors, écoutez, je me suis pris quelques notes parce qu'il y a pas mal de choses dans l'actualité en général, mais dans la lecture qu'on peut faire du rapport de la juge Hogg. Je nous rappelle d'entrée de jeu que le Bloc québécois a largement contribué à définir le mandat de la juge et de la commission, et que le Bloc québécois a aussi accepté, sans hésiter d'ailleurs, la nomination de la juge Hogg. Ça nous met dans une position où on a dit qu'on faisait confiance à une formulation et à une personne. On doit donc accepter pour l'essentiel ce que dit le rapport, même si à la première lecture, il apparaît un peu léger comme, en termes de contenu. L'élément d'emblée qu'on peut retenir, c'est bien sûr, et ça je pense que tout le monde s'y attendait, une grande et imprudente nonchalance du Parti libéral dans la circulation de l'information, dans la rétention de l'information, dans la non-information au premier ministre ou la prétention que le premier ministre n'a pas été informé de ceci ou cela alors que les dirigeants du SCRS ont fait des pieds et des mains pour que ça se rende à lui, une espèce de protection du premier ministre contre lui-même, qui était un peu entré dans les mœurs du Parti libéral. C'est un enjeu qui relèvera de la gestion intérieure du gouvernement et pour lequel, évidemment, on ne peut rien changer avant la prochaine élection. J'aurais souhaité qu'on sente un peu moins, vous savez, les gens du service de renseignement, les gens de la GRC, les experts qui sont venus s'adresser au comité parlementaire ou à la commission, vous savez, ils ont été un peu alarmistes parce qu'au final, tout va plutôt bien. Tu sais, on était un peu sous cette impression. Pour avoir parlé à un nombre significatif de gens du milieu du renseignement et lu le rapport du comité parlementaire, on est obligé de prendre au sérieux ce que ça contient maintenant et dans l'avenir, ce qui est l'expertise de ces gens-là. Un élément important aussi, j'ai tout de suite été frappé quand j'ai vu les manchettes apparaître, il n'y a pas de traître au Parlement. OK, mais là, il faut faire la part des choses sur le choix des mots. Un traître, c'est quelqu'un qui s'adonne à une activité criminelle à caractère d'espionnage. Ça, c'est un traître. Il y a ce qu'ils appellent en anglais, dans le monde du renseignement, le « useful idiot », l'idiot utile. Le gars qui a passé une belle soirée hier puis qui aimerait ça en avoir un autre la semaine prochaine puis qui parle en ronflant, là. Vous savez, il dit des affaires, il participe à des discussions, il trouve ça le fun. Puis, quand il voyage, ben il revient avec un suit neuf. Là. Tu sais, ça, c'est de l'influence. Et c'est bien ce dont on parle. On parle, selon à qui on s'adresse, d'entre une dizaine et une cinquantaine de députés actuels, passés récents, qui auraient été sous influence sans pour autant être des traîtres ou des criminels. Ces gens-là existent encore, ce phénomène-là est encore bien réel, il a été défini et documenté dans le rapport du comité parlementaire, et il vient avec quelque chose que la juge mentionne. La nécessité que tous les chefs de parti obtiennent l'accréditation de sécurité pour justement être outillés pour faire en sorte qu'il n'y ait pas de candidat à l'élection qui soient sous influence étrangère sans pour autant être des traîtres. Le chef conservateur doit aller chercher l'accréditation de sécurité parce que s'il n'y a pas de changement à l'intérieur de l'équipe de candidats qui sont essentiellement issus du caucus, on sait qu'il y a des gens qui y sont sous influence. Donc, il doit agir parce qu'il compromet l'intégrité du prochain Parlement en ne le faisant pas. Je veux nous dire aussi de ne pas être naïf. Dans le contexte international actuel, penser que la démocratie du Québec ou du Canada, les mœurs, l'économie, les centres de recherche, les privés ou institutionnels, ne sont pas l'objet d'une attention particulière, les réseaux sociaux évidemment, de la part de la Chine ou de la part de l'Inde ou de la part de l'Iran ou de la part de la Russie, et qui d'autre, aller penser que ça n'existe pas ou rester sous l'impression que tout va bien, ce serait d'une dangereuse naïveté. Dangereuse naïveté. La géopolitique actuelle est extrêmement tendue
et tous les moyens du petit manuel de l'ingérence sous toutes ses formes vont être déployés au cours des prochaines années. Je veux souligner que le rapport fait état de la nécessité de mettre en place le financement public des partis politiques. C'était un engagement des libéraux à l'époque de Justin Trudeau en 2015. C'est une façon simple et efficace d'éloigner les intérêts particuliers ou même les intérêts étrangers de l'exercice du pouvoir. Donc, il faudra que les gens assument leurs propres engagements. Et aussi, malheureusement, on pourrait dire, à certains égards, le projet de loi C-65 sur la réforme électorale et le projet de loi C-70 sur la mise en œuvre de mesures qui assureraient davantage la sécurité n'auront pas été adoptés par le Parlement, mais je me rassure en ceci que l'appareil média et la population en général sont beaucoup plus alertes par rapport à ce que serait l'ingérence étrangère, de même que les élus et les candidats et les partis politiques. Donc, on peut espérer que la prochaine élection n'est pas à haut risque, mais on doit mettre en place rapidement après, qui que ce soit qui sera au gouvernement, des mesures pour assurer une meilleure protection de l'ensemble des institutions, de la connaissance, des entreprises, de la sécurité du Québec et du Canada. Merci. Donc, comprendre, M. Blanchette, que vous excluez l'idée d'appuyer un projet de loi avant l'élection qui pourrait apporter certains changements avant la prochaine campagne? Et si oui, pourquoi? Les entourloupettes destinées à enfiroiper le Parlement à voter avec les libéraux pour n'importe quoi, mettre des trappes à souris ou changer le monde, là, zéro. Non, merci. N'importe quel vote que les libéraux amèneraient sur le plancher dans l'espoir de le gagner viendrait avec un ensemble de procédures qui viseraient à leur donner 3 semaines puis 1 mois de plus. C'est clair. Il n'y a pas de possibilité de faire mieux et vite que de composer un nouveau Parlement. Puis si jamais le nouveau chef libéral veut qu'il se passe de quoi rapidement, bien, il y aura juste à déclencher l'élection plus vite que le 24 mars, puis on aura plus vite un autre Parlement, plus vite un quelconque gouvernement qui en sera issu, plus vite on sera en mesure de prendre des dispositions dans un contexte durable, en particulier face aux menaces commerciales américaines. La commissaire serait disposée à changer ses propres règles, par exemple en ce qui a trait aux investitures, aux courses à la direction, dès maintenant, proactivement, comme le suggère Mme Hogg, que ce soit, par exemple, les citoyens. Il y a une ligne, de façon très générale, il y a une réflexion à faire, mais il y a une ligne qui est tracée quelque part dans le temps. À quel moment est-ce qu'on sort de l'institution privée qui est un parti politique et qu'on devient une institution publique, c'est-à-dire un candidat officiel dans une élection? Cette ligne-là assujettit le candidat à toute espèce de mesure devant assurer la sécurité des institutions publiques. Mais comment on gère le processus de choix des candidats à l'intérieur d'une formation politique, si ce n'est bien sûr la nécessité de faire des enquêtes élaborées sur ces gens-là, ça appartient jusqu'à avis contraire aux partis politiques. Il y a même des règles de pure démocratie. Il y a des partis politiques qui tiennent des investitures démocratiques où les membres choisissent, puis d'autres qui sont simplement désignés. On ne peut pas aisément uniformiser les mœurs et les cultures politiques de partis politiques aussi différents que le Bloc ou les conservateurs. À partir de la ligne où ça devient une institution publique, je pense que les mesures sont tout à fait appropriées. Ça évite d'avoir des situations comme celles qu'on a eues dans les derniers mois. Y a-t-il des gens sous influence qui n'ont jamais été vérifiés par aucun service de renseignement? La commissaire dit qu'il y a quand même plusieurs recommandations qui peuvent être appliquées avant la prochaine élection sans qu'il y ait de projet de loi. Selon vous, quelles recommandations devraient être appliquées avant? Je ne peux pas aller dans ce détail-là maintenant. Des recommandations qui sont censées dans la définition et applicables avant, on devrait toutes les regarder. La plupart, c'est des mesures administratives qui sont mises en place par un gouvernement dans le temps. Et entre maintenant et le déclenchement d'une élection, avoir l'idée, en parler, c'est une chose, mais que ce soit vraiment mis en œuvre, c'est peut-être plus complexe. Il blâme beaucoup le SCRS. Là, vous avez dit le SCRS a fait des pieds et des mains un peu pour aviser le premier ministre, mais la commissaire, elle, accorde une grosse part du blâme là, au SCRS. Vous faites quoi de cette interprétation-là qu'elle fait? J'ai été un peu sous l'impression inconfortable que les gens qui ont agi comme un peu des donneurs d'alerte à l'intérieur des institutions comme le SCRS ou la GRC ou des anciens, des experts de différentes origines,
se font un peu dire « Ouais, vous avez poussé fort ». Et que les gens de l'entourage du premier ministre qui ne lui auraient, dit-on, pas transmis d'informations, puis qui auraient dit « Ben non, vous dites n'importe quoi », ce monde-là, il aurait plutôt raison, dans le fond. Je pense que c'est faire fi de la détermination des adversaires ou ennemis du Canada et du Québec de s'ingérer dans nos institutions et que ça fait figure de raccourci, mais un raccourci imposé par la définition même du mandat. Si on devait vraiment assurer la sécurité ou améliorer la sécurité intérieure du Québec et du Canada, ça passerait par des mesures allant bien au-delà de ce qu'était la portée de la commission qu'on a créée, parce que la sécurité va au-delà des institutions électorales. Ça va dans l'espionnage industriel, ça va dans l'intimidation, ça va dans les postes de police chinois, ça va dans comprendre comment ça se fait que l'Inde a pu commanditer un meurtre sur le territoire canadien. Ça passe par plein d'éléments de ce type-là qu'on ne peut pas nier, mais je n'en fais pas reproche à la juge. Je ne voudrais pas, tu sais, si on me disait « tu peux t'en aller chez toi, les mains dans les poches, tout va bien », je vais encore avoir un doute, me gratter la tête parce que je vais dire « ouais, moi je parle à du monde ». Puis on a beaucoup à faire pour se rassurer nous-mêmes de façon fondée et rassurer nos voisins américains qui considèrent que le Canada est le ventre mou de la sécurité continentale. Elle blâme le SRS, notamment pour envoyer en trop grande quantité des rapports, notamment pour ne pas déterminer qu'est-ce qui est urgent versus qu'est-ce qui n'est pas urgent, de ne pas dire si les sources qui ont dit ça sont des sources fiables. Donc, le SRS est blâmé pour toutes sortes de choses, là. Ça ne m'arrivera probablement jamais d'être indirectement à la tête d'un service de renseignement ou de sécurité. Mais ayant autour de moi, le cas échéant, un cabinet, je ne reprocherai jamais à un service de renseignement de me transmettre des informations qui auront une incidence sur la sécurité du territoire et des gens dont je suis responsable. What did you mean by useful idiots, and do you think such MPs should be thrown out of Parliament? Useful idiot is an expression which, thanks God, I did not create. It is used by those in the intelligence services who describe people who unknowingly are being manipulated through soft spying initiatives, having a drink tonight with a beautiful lady, or being received in a much larger room than what you needed when you traveled around the world, or whatever like that, which makes one too comfortable and available or inclined to speak too much, to help people who shouldn't be helped. They are called useful idiots, and they are not criminals. They are somewhat idiots. We have to protect ourselves against those who are a danger. Either they do it purposefully or not. This is why Mr. Poiliev should get the security clearance and make sure, contrary to what has been read and said, make sure that there is no one in his caucus or within his candidates whom should be described as somewhat useful, if not idiot. Get your thoughts on something else. There's talk today of the government presenting a bailout package for people affected by tariffs, by American tariffs. Would you support the government in the House of Commons if they were to present such a thing? I see no way I would support any astuce of the government. I believe that the intention would be to create a context in which the government would get 1 week, 2 weeks, 3 weeks, and then they remain there longer than supposed, through hell in terms of parliamentary work. If the Liberals want things to become clear and want to help people, they should simply start the election sooner. Nothing prevents Mr. Carney or Mrs. Freeland
when this person is selected as the leader of the Liberals, to say on March 10th that we are going into election. We have improved the situation by 2 weeks, but I'm not getting into any tricks. Même s'il faut aider les travailleurs de l'aluminium au Saguenay, par exemple, vous voteriez contre. Avant que les mesures qui pourraient être imposées par le président, parce qu'on se rappelle qu'il y a quelques jours, on parlait de 25 transversal partout et on a des convulsions. Moi, j'avais dit, il n'y aura pas de mesures transversales à 25 lors de l'intronisation du président. Puis il n'y en aura pas le 1er février non plus. Il va y avoir des mesures sélectives dans des secteurs précis auxquels on pourra répondre. La question que j'ai, par contre, c'est dans quelle mesure peut-on développer ou mettre en place des mesures de soutien par l'accès à des liquidités, ce qui n'est pas une dépense à proprement parler, aux entreprises. Comment peut-on faire en sorte que, sans passer par un processus législatif qui ne peut pas être autre chose que chaotique, offrir l'aide nécessaire, mettre en place des mesures en réponse à ce que pourraient être les tarifs américains. Avant d'arriver avec, sous prétexte d'avoir l'air de vous aider, pouvez-vous sauver les libéraux en détresse? On pourrait envisager des mesures rationnelles à court terme lorsqu'on saura de quoi il s'agit. Mais dans l'état actuel des choses, ça a l'air d'une astuce dans le sens le plus péjoratif du mot astuce. M. Poilievre, ce matin, Mme Hogg parlait de l'importance pour les chefs de parti d'obtenir leur code de sécurité. Ça vous dit quoi? Est-ce que vous attendez à ce qu'ils le fassent? Mais ça vous dit quoi aussi sur l'importance de le faire? C'est pas comme aller chez le dentiste. M. Poilievre, c'est pas un traitement de canal. Ça fait pas mal. Tu réponds à quelques questions, tu t'assois dans une pièce, tu lis un papier, puis tout va bien. Puis après ça, s'il y a des gens qui peuvent être nuisibles à ton pays tel que tu le conçois, à l'intérieur de ton caucus, tu leur suggères d'aller faire autre chose de leur vie en disant qu'ils ont des enjeux personnels. C'est simple comme ça. Mais il est irresponsable de la part de quelqu'un qui a la prétention de devenir premier ministre, de ne pas même assurer l'intégrité en termes de sécurité de sa propre équipe de candidats et de son propre caucus. Pourquoi il refuse? Mettons, je ne suis pas obligé d'être de si bonne foi que ça, puisqu'il ne veut pas le faire. Il y a peut-être du monde à qui il n'a pas envie de dire de s'en aller. Merci beaucoup. Sur les bonnes pratiques des partis. Non, mais non, on va pas. Non, mais c'est juste. OK, c'est bon. Sur les partis, de changer les règles des partis, vous avez dit, c'est quand même difficile d'aller de façon uniforme, mais la juge Hogg recommande un guide des bonnes pratiques là, dont tout le monde devrait s'inspirer. Un guide des bonnes pratiques suggestif, c'est toujours de la bonne lecture de chevet, tant que ce n'est pas contraignant. Merci beaucoup.